Je poursuis avec la théorie en traitement thermique. Euh, j'ai complété le deuxième PowerPoint, mais pas tout à fait. Il reste une certaine série de problèmes concernant l'utilisation correcte et la lecture correcte des axes de temps en échelle logarithmique. Euh, il est Je juge que c'est peut-être plus difficile pour moi de faire des exemples, de répondre, de faire les problèmes à distance comme ça avec un PowerPoint. Donc, je préfère vous montrer comment bien utiliser l'échelle de temps logarithmique afin de faire des lectures précises sur le diagramme au tableau en classe. De sorte que je vais réserver la première période du laboratoire prévu, du laboratoire du lundi en fin d'après-midi. Je vais consacrer un petit 50 minutes là, pour vous faire les problèmes que vous voyez à l'écran ici là, en exemple pour bien correctement faire les calculs qui nous permettent de faire des lectures de temps sur les diagrammes en échelle logarithmique. Donc, il s'agit d'utiliser des outils mathématiques, là, exponentiels et log, pour convertir soit du temps en log ou l'inverse, une lecture en logarithmique et le convertir en temps linéaire. Donc, je vais faire ça live, en présentiel, au tableau, lundi après-midi. Soit dit en passant aussi, l'examen arrive bientôt, ça fait que je vais vous écrire tout à l'heure, là, spécifier qu'est-ce qui est à étudier. Puis même que ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que la matière à étudier pour le premier partiel, c'est tout ce qu'on aura vu là depuis le début du cours jusqu'à justement les calculs sur la lecture. Donc c'est la revision d'alliage ferreux qu'on a fait, que j'ai fait dans les premières périodes de cours, plus la théorie sur les diagrammes TRI qui concernait surtout la dernière capsule. Et puis jusqu'à les diagrammes, là c'est marqué courbe TRC, mais ça s'applique aussi pour les courbes TRI, l'échelle logarithmique bien entendu. Donc autrement dit, la matière à étudier va se terminer avec la période du lundi après-midi que je vais consacrer pour les problèmes d'application de lecture des échelles de temps logarithmiques. Donc maintenant, ce qui vient tout de suite après, là, ça ne fait pas l'objet du premier examen. Ça va faire l'objet plutôt du deuxième examen. Voilà. Donc là, je prends soin de changer de présentation PowerPoint. Et là, on s'en va dans un autre, un autre sujet. Pas tout à fait un autre sujet, là, mais euh, ça concerne encore, bien entendu, les transformations à l'état solide des aciers. J'entends maintenant la troisième partie avec le troisième PowerPoint. Soit dit en passant, là, le PowerPoint que vous voyez, je vais le mettre à jour tout de suite après ma présentation. Donc, dépendant à quel moment vous... probablement que oui, lorsque vous allez visionner la présentation, là, la mise à jour va déjà être disponible. Donc, si vous l'avez déjà pris, euh, si vous l'avez déjà téléchargé, le PowerPoint partie 3, débarrassez-vous-en. Et puis, vous allez prendre la nouvelle là, qui va être disponible à partir d'environ 2 heures, là, 1h30, 2 heures cet après-midi. Donc, thermique partie 3. Ce qui concerne ce chapitre-là, ce sont les transformations en refroidissement, non pas isothermes, comme ça a été l'objet auparavant, mais plutôt en continu. Et là, ça prend d'autres types de diagrammes. Donc, ça va me permettre d'intégrer les diagrammes TRC, donc transformation, refroidissement en continu. Donc, c'est ce que ça veut dire TRC. Donc, refroidissement continu. Donc, ce que je vous présente ici, là, c'est un diagramme TRI. Donc, ça correspond au diagramme que vous connaissez le plus, là, celui du 1080, qui est le plus simple en même temps.
Et pour vous montrer que lorsqu'on fait des trempes dites conventionnelles, donc lors des trempes conventionnelles, une trempe conventionnelle, c'est quoi? C'est tout simplement, ça consiste à sortir une pièce du four à partir de l'austenisation, bien entendu. Ça prend toujours, faut toujours partir de la phase austénitique qu'on en obtient à haute température. Et puis là, ça consiste tout simplement à sortir la pièce rapidement du four et à la tremper à une température, dans un milieu de trempe qui lui est ajusté à l'ambiante. Donc à la température ambiante. Donc on ne recourt pas à des bains de sel pour faire de la trempe du refroidissement isotherme, communément appelé en pratique de la trempe étagée. Donc on appelle ça de la trempe conventionnelle. Refroidissement continu. Donc on ne maintient pas l'acier à une température intermédiaire entre celle de la température de mise en solution de l'austenite et une température finale de refroidissement. Donc, on appelle ça une trempe conventionnelle. Et là, ben, ce que vous voyez de tracé en rouge, ben, ce sont des courbes de refroidissement, donc l'évolution de la température de l'acier en cours de refroidissement. Donc, on voit bien là, qu'on ne, nulle part, là, on ne maintient la température constante, là, comme on le fait pour un refroidissement isotherme. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que vous avez ici quatre courbes. Donc la courbe VA, c'est la première là, qui est à gauche, c'est une droite verticale. Ben, ça correspond théoriquement au refroidissement le plus rapide qu'on peut faire. Donc presque instantanément, là. Donc vous voyez, l'échelle de temps est logarithmique. Donc le 1 seconde, 10 secondes, 100, 1000, 10 000 secondes, 100 000 secondes. Donc c'est logarithmique. Et puis, la courbe verticale qui correspond à une vitesse théorique A, c'est le refroidissement, bien entendu, le plus rapide qu'on peut faire. Donc, c'est difficile à reproduire, là, parce qu'on voit bien qu'en quelques mini-fractions de secondes, l'acier passe de 800 degrés environ à la température ambiante. Là. Donc, pour s'approcher de cette condition-là, là, ben, ça prend à la fois une pièce extrêmement mince, puis un retrait assez rapide de la pièce du four avec immersion immédiate dans le milieu de trempe, comme de l'eau par exemple. Donc surtout une pièce très mince pour que l'évacuation de chaleur puisse se faire extrêmement rapidement et pour atteindre extrêmement rapidement la température de l'eau. Mais de manière plus réaliste, là, en pratique, on va plutôt, tout dépendant de la vitesse du refroidissement, donc V1, c'est plus réaliste. Là. On est capable en pratique de reproduire ce genre de vitesse de refroidissement-là, à condition que la pièce soit très mince et qu'on fasse une exécution là, rapide de la sortie de la pièce du four et immersion dans le bassin de trempe. Et là, ce que vous êtes en mesure de voir, là, donc si on fait V1, donc, lors des trempes conventionnelles, le refroidissement est continu, tel que représenté par les courbes tracées à travers le diagramme théorique de l'acier 1080. Donc, la courbe VA représente le refroidissement théoriquement le plus rapide, tel que décrit plus tôt, et qui garantit la transformation de l'austenite en martensite. Donc, VA, là, ce qu'on va avoir comme structure, on s'aperçoit qu'on demeure toujours dans la zone d'austenite instable, qui est entre l'axe vertical et la courbe de début de transformation. Donc on voit bien que la courbe VA, jamais on ne touche aux courbes, on ne traverse les courbes de début de transformation. Donc l'austenite est complètement préservée pour traverser la température MS, qui est autour de 210 concernant le 1080, pour toute la transformer en martensite et obtenir la microstructure là, que vous voyez en haut, coin droit. V1 est aussi capable de nous obtenir une structure 100% martensite parce qu'on se rend compte que dans le cas de V1 aussi, la courbe reste tout le temps dans la zone d'austenite instable, de sorte que lorsqu'on atteint la température de 210 ms, on a 100% martensite qui va se transformer là, au terme du refroidissement en traversant MS 90, 100% martensite et encore obtenir la même structure, bien entendu. Donc la passe, on va remarquer que la courbe elle passe tout juste devant le nez de la courbe.
de début de transformation, elle l'effleure. Donc, on évite ainsi la formation de ferrite et de cémentite. Donc, toute l'austenite est préservée. Donc, cette vitesse de refroidissement-là, là, elle a un nom en théorie. On appelle ça la vitesse critique de trempe martensite, la courbe correspondant à V1. C'est quoi? C'est la vitesse de refroidissement, donc la perte de degrés Celsius par seconde, par exemple, donc, qui est la plus lente. Donc, c'est la vitesse la plus lente qui me permet d'avoir 100% martensite. Donc, VA, c'est extrêmement rapide, là, tandis que V1, c'est plus lent. Mais elle nous permet quand même d'obtenir 100% martensite. Et si on diminue quelque peu cette vitesse de refroidissement-là, ben c'est comme si la courbe se tassait un petit peu plus. La courbe de refroidissement en rouge V1, elle se tasserait un peu plus vers la droite. Et là, ce qui arriverait, c'est qu'on traverserait un petit peu la courbe de transformation, ce qui voudrait dire que de l'austenite un peu qui aurait le temps de se transformer en perlite. Donc là, on aurait plus 100% martensite. Donc on voit bien qu'avec V1, là, c'est la vitesse la plus lente de refroidissement qui me permet d'avoir 100% martensite. Elle a un nom bien précis en traitement thermique, cette vitesse de refroidissement-là, qui est fonction de l'acier, bien entendu. Là, elle ne sera pas la même, tout dépendant de l'acier. Elle se nomme la vitesse critique de trempe martensitique. Si on considère maintenant la troisième courbe de refroidissement, qui est la troisième plus rapide, là, ou la troisième plus lente, V2, ben V2 c'est plus lent comme vitesse de refroidissement. On pourrait s'imaginer par exemple que VA et V1, on a réussi à reproduire ça avec une pièce très mince en trempant dans l'eau. Tandis que V2, ça pourrait être que on a trempé dans un autre médium de trempe. Donc, on va apprendre plus tard qu'on peut modifier la vitesse de refroidissement en changeant le médium, la nature du médium de trempe. Donc, on peut utiliser de l'eau pour obtenir des refroidissements plus rapides, mais on peut remplacer ça par de l'huile. Donc, ce qu'on appelle les trempes à l'huile. Et l'huile refroidit beaucoup moins que l'eau. Donc, ça crée une vitesse de refroidissement plus lente. Donc là, on pourrait s'imaginer que la courbe V2, c'est que l'acier a été trempé dans l'huile. Ou, ou encore, par rapport à V1, c'est que la pièce est plus grosse. Quand les pièces sont plus massives, elles prennent plus de temps à refroidir parce qu'il y a plus d'énergie à sortir. Puis la température au centre de la pièce chaude, mais elle est dépendante de la température entre le point central et la surface. Donc le flux de chaleur, il y a plus de distance à parcourir pour l'énergie, donc c'est plus long à faire refroidir, à sortir l'énergie de la pièce. Donc ça crée un refroidissement plus lent. Donc ces deux situations-là pourraient correspondre à une courbe de refroidissement V2. Mais on voit qu'on traverse le diagramme, la courbe de début de transformation, puis même on traverse aussi la ligne pointillée qui correspond à 50% de transformation. Donc là, ça veut dire qu'on peut, à part le diagramme Thierry, avec une vitesse V2, on est en mesure de dire qu'on fabrique de la perlite. Puis même qu'on pourrait évaluer qu'il y a plus que 50% de l'austenite de départ qui se transforme en perlite parce qu'on traverse la pointillée. Mais pas toute, parce qu'on ne traverse pas la ligne de fin de transformation. Ce qui nous laisse dire que lorsqu'on traverse le MS à 210, il reste encore de l'austenite non transformée, moins de la moitié qu'au départ. Donc, imaginons peut-être 45%, là, 40%, puis 55-60% de perlite qui, elle, ne se retransforme plus. Là. Il y a seulement la martensite, là, je le répète encore, là, ça devrait être intégré maintenant, là, qu'on peut faire de la martensite uniquement à partir d'austenite. La perlite et la ferrite, ça ne se transforme pas en martensite, ça. Donc, on se retrouverait avec V2, là, avec un mélange de perlite et de martensite. Soit dit en passant, là, on ne peut pas faire de bénite avec un refroidissement continu. Parce que, géométriquement, vous voyez qu'on traverse le nez par la partie supérieure. Donc, on ne fait que de la perlite. Il est impossible, là, même si vous vous rendez compte que la courbe finit par, à partir de 540, là, c'est la zone bénitique, là, à peu près, là, ben, c'est pas grave, on fait pas de bénite.
même si forcément. Donc, on ne compte que les phases qui apparaissent en traversant par la partie supérieure. Donc, on ne peut pas former vraiment Oui, on peut former de bénites, mais le TRI ne peut pas nous prédire la quantité de bénites qu'on peut former. C'est trop difficile. Il existe d'autres outils qui vont nous permettre de le dire. Et V3, donc ça c'est V2. À 550, on commence à faire de la perlite. Donc, l'apparition de ferrite et de cémentite, mais c'est la perlite, là, c'est les lamelles. Et puis, après, de la bénite se forme entre 550 et 325. Oui, mais on n'est pas en mesure de l'évaluer. Ça serait très difficile avec ce genre de diagramme-là. Puis finalement, à partir de 210, ben, l'austenite, pas encore transformé, se transforme en martensite. Donc, on aurait un mélange, là, peut-être de bénite, sans savoir trop comment la proportion. On aurait au moins, là, lorsqu'on traverse le 540, 550, on sait qu'on a déjà plus que 50% de sites transformés. La bénite, je peux vous dire qu'elle n'a vraiment pas beaucoup de formés. Donc, on a un mélange d'un petit peu de bénite, de la martensite et de la perlite avec V2. Et finalement, en ce qui concerne V3, ben, on traverse bien entendu encore la courbe de début de transformation. Donc, on fait de la perlite, mais on peut dire qu'on sort de la courbe de fin de transformation, là, ici, là, et puis avant 550. Donc, à partir de 150, fait qu'on n'a pas fait aucunement de bénite, ça c'est certain. Parce on termine toute la transformation de toute l'austenite à 600 degrés C, puis on est encore dans la zone perlitique. Donc, tout a été transformé en perlite. Donc, ça, c'est un refroidissement très lent et dont le diagramme d'équilibre, tel que vous le connaissez, il est respecté. Hein? Quand vous utilisez le diagramme d'équilibre, dans le cas d'un acier 0,8% de carbone, donc vous vous rendez compte que toute l'austenite se transforme en perlite. Il n'y a pas de ferrite primaire, bien entendu, c'est l'acier eudectoïde. Donc, c'est ce que nous prédit aussi le diagramme TRI. Donc, la structure finale serait, dans le cas de V3, 100% perlitique. Donc, la courbe V1 correspond à une opération de trempe martensite pour obtenir le maximum de résistance. Donc, maximum de martensite. On sait maintenant que c'est la martensite qui est la phase la plus dure de l'acier. V2 correspondrait à une vitesse de refroidissement intermédiaire. Donc, on aurait un mélange de martensite, de perlite et probablement d'un petit peu de bénite aussi. Puis la courbe V3 correspond à une opération de recuit pour obtenir le maximum de ductilité. Donc, pas très. Bon, oui, malgré que c'est un 1080, là, même à l'état recuit, la résistance d'un 1080 est quand même raisonnable là, parce qu'il y a beaucoup de cémentite à cause qu'il y a beaucoup de carbone. Mais on considère quand même qu'il serait à l'état recuit, il serait à son maximum de ductilité à ce moment-là. Donc les courbes V1, V2 et V3 pourraient aussi correspondre à des vitesses de refroidissement ayant cours lors de la trempe d'une même pièce. Oui. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une même pièce, lors d'une seule opération, on pourrait voir les trois courbes simultanément. Ben oui. Le refroidissement est toujours plus rapide à la surface des pièces. Donc, pour une certaine épaisseur, là, aussitôt qu'on sort la pièce du four, puis qu'on la trempe dans l'eau, la surface de la pièce, de l'acier, qui elle est en contact immédiatement avec le milieu de trempe, mais est portée à refroidir assez rapidement. Mais, au cœur de la pièce, imaginez une pièce de 1 pouce d'épaisseur, ben, le refroidissement va être beaucoup plus lent. Parce que là, la chaleur, il faut qu'elle traverse l'épaisseur de la pièce. Donc, le centre de la pièce pourrait subir un refroidissement tel que V3. Et entre le cœur de la pièce et le cœur de la pièce et le centre, ben, on aurait, par exemple, la courbe V2. Donc, entre la surface de la pièce et le cœur de la pièce, lors d'une trempe, on a une infinité de vitesses de refroidissement différentes entre un maximum de vitesse de refroidissement à la surface et un minimum en plein cœur de la pièce. Donc, j'illustre ça ici par cette diapo. Donc, dans le cas d'un même acier, un 1080, une plaque de 1080 relativement mince, okay, ben, la courbe orange représenterait le refroidissement à la surface. Et la courbe rouge représenterait le refroidissement au cœur.
mais on voit que les deux vitesses de refroidissement sont quand même assez proches. Mais parce que la pièce est mince. OK? Mais si le même acier, la pièce est plus épaisse, telle que représentée à droite, ben, lors de la même trempe, dans les mêmes conditions, là, ben, la vitesse de refroidissement serait un peu plus lente en surface. Si on compare la courbe orange à droite et celle à gauche, on voit que c'est un peu plus lent à la surface. Mais surtout, on voit que la courbe rouge, qui correspond à la vitesse de refroidissement au cœur de la pièce, est beaucoup plus lente que la vitesse de refroidissement au cœur de la pièce mince. Donc, vous voyez que lorsqu'on trempe un même acier, donc un 1080 ici, là, parce que c'est la courbe TTT 1080, mais on ne fait que, puis on trempe dans les mêmes conditions, là, on les trempe tous les deux dans la même eau, on n'a pas du tout le même résultat. OK? Donc ça, c'est un concept important en traitement thermique, c'est un des concepts, c'est un des aspects centraux en traitement thermique. La taille des pièces. OK? Donc, il faut en tenir compte de manière absolument. Ça va changer beaucoup de paramètres. Ça va même changer l'alliage choisi de l'acier, l'alliage qui est requis pour une pièce donnée en fonction de sa taille pour obtenir des résistances mécaniques désirées. Parce qu'on voit que si on veut avoir une résistance maximum, on est capable avec la petite plaque mince. Mais si on veut avoir la même résistance mécanique, on n'est pas capable de l'avoir avec la grosse pièce. Parce que on ne peut pas se soustraire des lois de la physique en transfert de chaleur. L'acier possède un facteur de conductivité thermique donné. Donc, la vitesse à laquelle la chaleur s'évacue de la pièce, on ne peut pas changer les propriétés physiques du métal. Donc, la conductivité thermique, entre autres. Spécifiquement, la chaleur latente aussi de l'acier. Ça, on ne peut pas le changer. Ça change un petit peu avec les éléments d'alliage, mais pas beaucoup. Donc, ça veut-tu dire que les pièces qui sont plus épaisses, on n'est pas capable de leur donner de la résistance mécanique? Ben non. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard, là. On est capable de changer autre chose qui va nous permettre quand même d'avoir des résistances mécaniques maximum à partir sur des pièces plus massives. Donc, plus les pièces sont massives, justement, plus elles prennent du temps à refroidir. Étant donné qu'il y a beaucoup plus d'énergie à y évacuer, il y a plus de métal, il y a plus de masse. Donc, c'est la même chose, là, considérant leur surface spécifique plus faible que pour les pièces plus minces. C'est quoi la surface spécifique? C'est tout simplement la surface d'une pièce qui est en contact avec l'environnement par rapport à son poids ou par rapport à son volume. Donc, autrement dit, là, on voit que, par exemple, du papier d'aluminium, c'est très, 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 très mince. OK? Donc, mais la surface qui est en contact avec l'air est très, très, très grande par rapport à son poids. Hein? Mettons, vous prenez une feuille d'aluminium de 1 pied carré, ça pèse quasiment rien. Mais vous avez beaucoup, beaucoup de centimètres carrés qui sont exposés à la surface de l'air. Donc, un papier d'aluminium, là, ça possède une surface spécifique très élevée. Donc, c'est la surface exposée à l'air ou à l'environnement ou à un liquide par rapport à la masse. Tandis qu'une pièce plus massive, ben, on voit que la pièce à côté à droite, elle a une surface même un petit peu plus grande que la pièce mince. OK? Parce que les côtés sont plus grands, là. Puis les deux faces, en haut et en bas, sont la même chose. Ce qui fait que la grosse pièce à droite, elle a une surface un peu plus élevée. Par contre, la masse de la pièce à droite est beaucoup plus élevée. Donc, ce qui fait que quand on fait la surface divisée par le poids, hein, le poids, plus la masse est élevée, plus ça fait diminuer la surface spécifique. Donc, c'est ça. Il y a moins d'atomes, autrement dit, exposés à l'environnement par rapport à la masse de la pièce pour la grosse pièce que pour la pièce plus mince. Donc ce qui fait en sorte que la chaleur
plus au centre de la pièce épaisse, puis même que ça affecte aussi le refroidissement à la surface, parce que la surface, elle se fait refroidir d'un côté par le milieu de trempe directement, mais elle se fait réchauffer par le centre. Donc, elle perd de l'énergie d'un côté, mais elle en acquiert de l'autre, ce qui fait baisser sa vitesse de refroidissement aussi, même à la surface des pièces épaisses. Donc, on s'aperçoit que la pièce mince en acier 1080 réussit à tremper presque sur toute son épaisseur. Donc, c'est sûr que quand on regarde la courbe rouge, là, on fait un petit peu de perlite, là, peut-être un petit peu de bénite aussi, mais on réussit quand même à faire pas mal de martensite, même au cœur de la pièce mince. Puis, tandis qu'à la surface, on voit que on réussit quand même presque à préserver au complet l'austenite pour presque toute la transformer en martensite. Donc, on va obtenir une dureté élevée, tant à la surface qu'au centre de la pièce épaisse, de la pièce mince. Tandis que la pièce plus épaisse, ben, finalement, là, la trempe a fait un recuit au centre. On voit que la courbe rouge, là, elle traverse au complet. On finit par atteindre la ligne de fin de transformation, ce qui fait que ça n'a pas trempé du tout au centre de la pièce épaisse. Il n'y a aucune martensite. Vous voyez, on a tout transformé, là. La courbe rouge, elle traverse la ligne de fin de transformation pour atteindre la zone perlitique. Fait qu'on a tout transformé l'austenite en perlite. Donc, on n'a pas trempé. Tandis que la surface de la pièce, son refroidissement, il est plus lent parce que la surface se fait réchauffer par le centre aussi lors du refroidissement, ce qui fait baisser la vitesse de refroidissement. Puis elle aussi, elle fait de la perlite. Pas autant qu'au centre, là. Donc à l'œil, là, on fait pas. Il y a à peu près 30 à 40% là, parce qu'on n'atteint pas la ligne 50% de transformation. Mais on a quand même fait pas mal de perlite. On pourrait dire, grosso modo, qu'il y a 40% perlite, un petit peu de bénite peut-être, puis le reste étant de la martensite. Mais, vous voyez qu'on n'a pas atteint des duretés, on ne réussit pas à atteindre des duretés aussi grandes en trempant une pièce épaisse d'un même alliage qu'en trempant une pièce mince. On dit alors que l'acier 1080 possède une mauvaise trempabilité. Pourquoi? Parce qu'on ne réussit pas à tremper quand la 1080 c'est une pièce épaisse. Donc ça veut dire que le 1080 a une mauvaise trempabilité. Donc là, ça m'amène une petite parenthèse dans le cours, là, parce que je l'intègre immédiatement à ce stade-ci, parce que la trempabilité, je vais en reparler un peu plus en détail plus loin dans la session. Ça fait même l'objet du 4e laboratoire. On n'est pas rendu là, hein? Mais j'en parle quand même là, tout de suite ici pour vous allumer déjà sur certains aspects très pratiques en traitement thermique. Donc la notion de trempabilité, la trempabilité c'est quoi? Ça se définit comme étant la capacité d'un acier à faire apparaître la martensite pour des refroidissements lents. Donc, on voit bien que lorsque ça refroidit lentement, la courbe rouge, dans le cas du 1080, ça ne fait pas de martensite. Donc, ce qui revient à dire que la capacité d'un acier à tremper en profondeur, parce que en profondeur, ça veut dire au cœur de la pièce. Il y a une distance, il y a une certaine distance qui sépare la surface du cœur. Donc, ça refroidit toujours lentement au cœur des pièces massives lorsqu'on les trempe. Okay? Sauf que ce refroidissement lent ne permet pas la formation de martensite dans le cas du 1080. Donc, on pourrait dire aussi que la trempabilité, c'est la capacité d'un acier à tremper à cœur. Donc, à faire de la martensite au centre des pièces épaisses. Ce que manifestement, le 1080 n'est pas capable de faire. Et là, comment on fait donc pour durcir des aciers épais, des grosses pièces, comme des trains d'atterrissage par exemple? La partie la plus épaisse des plus gros trains d'atterrissage, là, ça fait 5 pouces d'épaisseur. Il faut que ce soit trempé partout. Comment on fait ça? Donc, pour réussir à faire apparaître la martensite et obtenir donc de meilleures résistances mécaniques sur tout le volume de la pièce, donc sur des pièces relativement massives, on est obligé, c'est la seule solution, d'avoir recours à des aciers possédant des éléments d'alliage. Et donc, une trempabilité suffisante. Donc, quand je mets des éléments d'alliage dans l'acier, donc mettons ici, là, j'ai un 1080, puis je transforme mon 1080 en un autre alliage en mettant des éléments d'alliage comme nickel, molybdène, chrome, tungstène, niobium,
vanadium. Donc, ce sont les 6 principaux éléments d'alliage qu'on met dans les aciers. Là j'exclus le manganèse. Le manganèse, dans certains aciers, est considéré comme un élément d'alliage, mais pas dans tous les aciers. Ça fait que là, j'ai mis les principaux, les généraux. Là. Mais ça fait quoi? Mais regardez, ça transforme l'acier. Comme par exemple, je pourrais imaginer que la courbe de l'acier à gauche est un 10-40. Puis là, je mets du nickel, du molybdène, du chrome. Mais pas le niobium, pas le tungstène, pas le vanadium. Pour faire un 4000, là, on n'a pas besoin de vanadium, ni de tungstène, ni de niobium. Par contre, pour faire un 4340, ça prend du nickel, du molybdène et du chrome. Et qu'est-ce que ça fait, ces 3 éléments d'alliage-là, lorsque je l'ajoute à de l'acier qui n'en contient pas? Regardez, le diagramme TRI, il est transformé. Donc ça, je vous l'avais déjà parlé un petit peu, là, que les courbes, les débuts de transformation sont retardés davantage. Donc, elles se déplacent vers des temps plus longs. Puis même que ça change la forme du nez aussi. On a comme si c'était 2 nez un par-dessus l'autre. Donc, ça, il y a le chrome là, et le molybdène conjugué, là, mais surtout les 3 là, ont cet effet-là de séparer en 2, de faire 2 nez. Donc, un nez pour la partie perlitique, puis un autre nez en dessous pour la partie bénétique. Là, ça crée ce changement-là aussi. Mais surtout, et ça retarde la transformation à l'équilibre. Et ça retarde surtout l'apparition de la perlite. La perlite en haut, vous voyez que le nez, la partie supérieure, le nez du haut, est reculé plus loin que le nez du bas. Donc le nez du haut, c'est la partie transformation perlitique. Et il est retardé davantage par l'ajout de ces éléments d'alliage-là. Donc, vous voyez là que si on suit la première droite rouge, là, le début de transformation à 1200 degrés Fahrenheit ou à 650 degrés C, qui était au début à peu près à 2 secondes, 1 ou 2 secondes, dans le cas d'un 1045, là, c'est une fraction de seconde, il est repoussé à 150-200 secondes. Donc, au lieu de prendre une demi-seconde à faire apparaître la perlite dans le cas d'un 1045 ou un 1040, en mettant un petit peu de molybdène, un petit peu de nickel et un petit peu de chrome, ben, ça prend maintenant 150 secondes à faire apparaître à commencer à faire apparaître la perlite, la ferrite primaire et la perlite. Donc, surtout la ferrite primaire. Là. Donc, ça prend autrement dit 150 secondes à ce que l'austenite commence à se transformer en phase d'équilibre. Donc, c'est un retard très important et qui est très utile. Pourquoi? Parce que maintenant, là, prenez la même pièce, là, puis faites-y faire un refroidissement, une même trempe. Donc, la surface, elle, va tremper, refroidir rapidement. Puis, vous vous apercevez que maintenant, à la surface, la trempe 100% martensite, elle est maintenant garantie. Tantôt, on faisait un petit peu de perlite. Là. Vous voyez dans le diagramme, dans la partie gauche du diagramme, on voit qu'on traverse, la courbe orange traverse le nez, ce qui fait qu'on fait de la perlite, ce qui veut dire qu'on fait de la perlite. On fait même un peu de bénite. Mais on n'a réussi pas à préserver toute l'austenite pour toute la transformer en martensite à partir du MS à 210. Tandis que, avec le 4340, selon le diagramme à droite, on évite vraiment, puis on passe assez loin des courbes de début de transformation. On demeure toujours dans la zone d'austenite instable et jusqu'au MS, qui est modifié, soit dit en passant. Okay, le MS est remonté pour des plus hautes températures. Quand on ajoute des éléments d'alliage, ça modifie la température du MS aussi. Ça, je vais en reparler plus tard. Mais c'est surtout on évite complètement, même qu'on passe assez loin dans le cas de la courbe orange qui correspond au refroidissement à la surface d'une pièce massive. Et maintenant, ce qui est intéressant, là, c'est si on met la courbe de fin la courbe de refroidissement au centre d'une grosse pièce, bien regardez, j'évite presque, je passe un petit peu là, à travers là, la courbe de la partie bénétique, là, ce qui me fait dire que je fais un petit peu de bénite là, en refroidissant, mais pas beaucoup. Parce qu'on passe très loin de la courbe de fin de transformation. On pourrait dire qu'on fait peut-être 2-3% bénite.
Donc, il y a 2-3% de l'austenite qui est transformé en bénite, puis 97-98% va tremper en martensite. Puis on passe, puis la chose la plus intéressante là ici, là, c'est que on passe très 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 loin de la courbe de début de transformation de la ferrite primaire. Donc, il n'y a aucun risque que l'austenite se transforme en ferrite primaire et en perlite. C'est ça qu'on veut. On veut obtenir, quand on fait une trempe, le but, c'est d'augmenter, c'est d'aller atteindre une dureté la plus grande possible. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de ferrite, il ne faut pas qu'il y ait de perlite, il faut uniquement avoir de la martensite. C'est ce qu'on réussit à faire presque avec la pièce massive, en ajoutant des éléments d'alliage. Donc là, ça revient à dire que en ajoutant des éléments d'alliage, on recule les courbes vers des temps plus longs, on stabilise l'austenite instable, c'est ce qu'on fait, parce qu'on a besoin de l'austenite pour faire de la martensite. Fait qu'on veut pas qu'elle se transforme en haute en phase d'équilibre. Fait que là, on stabilise l'austenite instable. Les éléments d'alliage, ça, j'expliquerai ça dans le 4e PowerPoint. Là. Comment exactement? J'en ai parlé déjà un peu avec le nickel. J'aurais pas dû l'aborder tout de suite à ce moment-là, mais c'est pas grave, j'en ai parlé peut-être un peu. Et on retarde. Et là, c'est ça que ça donne. On est capable de tremper. On obtient presque 100% de martensite, même au centre de la pièce massive. Donc, en plus des éléments d'alliage, la taille des grains austenitiques, juste avant la trempe, a un effet relativement important aussi sur la capacité de faire apparaître la martensite. Oui, en effet, on a déjà vu que l'apparition des phases d'équilibre, comme la perlite, elle débute au joint de grain tout le temps. Ça, on en avait déjà parlé quand j'ai fait la revision sur alliage ferreux, premier PowerPoint. Je vous ai rappelé que la transformation à l'équilibre des aciers, donc transformation d'austenite à phase d'équilibre. Dans le cas de 1080, on va faire de la perlite uniquement si le refroidissement est assez lent. Mais les transformations, les phases d'équilibre apparaissent toujours en bordure. Elles s'amorcent et elles croissent toujours à partir des joints de grain, comme je l'ai déjà expliqué. Ici, là, les petits germes bleus là, que vous voyez apparaître, on avait vu que c'était la cémentite qui prend naissance puis qui se développe en avançant vers le centre du grain. Puis, donc, ce sont des zones enrichies en carbone, la cémentite, et elle est délimitée de chaque côté par des zones appauvries en carbone pour faire éventuellement la ferrite représentée en bleu pâle, là, dans l'image, dans le coin à droite en bas. Et là, ça se développe comme ça. OK. Les joints de grain représentent des sites efficaces de germination de la ferrite et de la cémentite. Mais c'est toujours à partir de là que la ferrite et la cémentite vont apparaître lors d'un refroidissement suffisamment lent. Ces phases ont d'autant plus de chances d'apparaître et de croître si les joints de grain sont nombreux dans le métal. Plus il y a de joints de grain dans le métal, quand l'acier est à haute température, donc là on parle des grains d'austenite, plus il y a de joints de grain, plus les grains sont petits, plus les grains, autrement dit, la longueur totale des joints de grain augmente, ce qui augmente les chances aux phases d'équilibre d'apparaître. Parce que les phases d'équilibre ont besoin de joints de grain. Puis plus la longueur totale des joints de grain dans un métal est grand, ce qui revient à dire que plus les grains sont nombreux, ou encore, si vous voulez, si vous préférez, plus petits, ben, lors d'un refroidissement, les chances que les phases d'équilibre apparaissent sont plus grandes. Donc, ce qui revient à dire que moins les grains sont nombreux, donc plus gros, moins il y a de joints de grains, en tout cas, moins la longueur totale des joints de grains est grande, donc plus la longueur rapetisse des joints de grains dans le métal, plus il est alors difficile aux phases d'équilibre d'apparaître parce qu'elles ont besoin de joints de grains. Quand tu leur enlèves des joints de grains, la cémentite et la ferrite, elle a de la misère à s'amorcer. Et donc, plus l'austenite aura de chances de se transformer en martensite. Parce que plus l'acier baisse en température, si les grains sont très gros, au moment où je sors la pièce du four et que je la trempe, si les grains sont peu nombreux, donc la longueur totale des joints de grains est plus basse, et là, la ferrite et la cémentite, là, aussitôt que l'acier est trempe, et que là, la température commence à baisser, la cémentite est comme pas le temps, elle n'a pas assez de joints de grains pour pouvoir apparaître.
Fait que là, la température baisse, 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 puis plus la température baisse, plus ça enlève les chances encore davantage à la cémentite d'apparaître, ce qui donne donc d'autant plus de chances à préserver l'austenite pour que, quand on atteint le MS, qu'elle se transforme en martensite. Donc, ce que je représente ici, là, donc c'est les lignes que vous voyez à travers les grains, qui, soit dit en passant, la martensite aussi prend naissance dans les joints de grains. Donc, les joints de grains, ce sont des pouponnières à nouvelle phase. C'est là qu'ils prennent naissance. Ben, la martensite va apparaître à la place des phases d'équilibre. Donc, en plus des éléments d'alliage, donc des gros grains, un métal avec des gros grains, ça offre une meilleure trempabilité. Ça donne le même effet que d'ajouter des éléments d'alliage, le fait de tremper un acier qui a des gros grains. Donc, ça retarde la transformation, l'apparition des phases d'équilibre. Donc, on préserve l'austenite pour qu'elle puisse se transformer en martensite. À l'inverse, si dans le four, l'acier, lorsque je le sors du four à haute température, les grains d'austenite sont très petits, les phases d'équilibre ont beaucoup plus de chances d'apparaître lors du refroidissement. Ça va être plus facile pour eux d'apparaître. Donc, je vais avoir moins d'austenite de préserver pour faire de la martensite. Donc, il y a plus de chances d'avoir de plus grandes duretés avec des gros grains qu'avec des petits grains. Et ça, c'est paradoxal. Parce que j'ai déjà enseigné en alliage ferreux, par exemple, l'ensemble des métaux, là, plus les grains sont petits dans un métal, de manière générale, que ce soit dans le cuivre, dans le fer, dans l'aluminium, dans le magnésium, peu importe, de manière générale, plus les grains sont petits dans un métal, meilleure est la dureté. Et aussi, en même temps, la ductilité est mieux garantie, ce qui donne au total une meilleure résistance mécanique, une meilleure formabilité et une meilleure résistance au choc. Donc, presque tout le temps, là, dans les métaux, la taille des grains, c'est une préoccupation première parce qu'elle affecte grandement les propriétés mécaniques du métal. Et 99% du temps, on veut avoir des métaux avec des grains suffisamment petits parce que ça améliore la résistance mécanique, mais aussi, surtout, ça garantit au métal de ne pas être fragile. Parce que le mécanisme de glissement des plans a besoin de beaucoup de grains pour être efficace. Ce qui empêche le métal, et le métal a besoin d'être ductile pour ne pas être fragile. Donc, tandis qu'un métal avec des très gros grains, ben, on est perdant sur deux tableaux. La résistance mécanique, elle est baissée, puis le métal perd sa ductilité et sa résistance au choc. Et le métal devient fragile et pas résistant. Fait que 99, quelques pourcents, là, on veut qu'un métal ait des petits grains. Mais regardez comment les aciers, c'est unique. Okay? En termes de traitement thermique, donc, quand l'acier a des gros grains à la sortie du four, ça facilite l'obtention d'une plus grande dureté. Donc, mais voyez, là, je ne sais pas si vous êtes en mesure de percevoir la subtilité de la différence. C'est que, oui, l'acier, d'un coup qui est en service, d'un coup qui est refroidi, et, de manière générale, là, si ces grains sont très gros, il va y avoir un comportement fragile. Mais si c'est de la martensite qui apparaît, le gros grain facilite l'apparition de la martensite qui, elle, est dure. Donc, là, ce qu'on va avoir, on va être capable de garantir une dureté. Mais le problème qu'on va avoir, par contre, c'est que après le traitement thermique, lorsqu'on effectue des revenus, l'acier va avoir un comportement fragile parce que les grains ont été trop gros. Donc, autrement dit, en résumé, le seul avantage que peut procurer le fait qu'un acier ait des gros grains pendant les étapes de traitement thermique, c'est que la martensite est plus facile à apparaître lors de la trempe. C'est le seul avantage. Parce que autrement, lorsque la trempe est terminée et que l'acier est en service, le fait que l'acier ait des gros grains, ça va le rendre plus fragile. Donc, il y a une distinction entre donc la fragilité de l'acier et la capacité de faire apparaître la martensite. Donc, c'est bien beau d'être capable de faire apparaître la martensite plus facilement. Mais si, après le traitement thermique, la pièce, elle est fragile, parce que les grains sont beaucoup trop gros, on n'est pas plus avancé. OK? Bon. Refroidissement continu. Les courbes TRI, là, je quitte, mine de rien, là, je vais vérifier combien de temps j'ai consommé là, pour cette capsule-ci. Un instant, c'est toujours la même histoire. J'essaie de ne pas trop dépasser un certain temps.
OK, à ce stade-ci, là, je change de sujet un petit peu. Autrement dit, j'ai fait une parenthèse avec la notion de trempabilité. Donc, je ferme la parenthèse. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la capsule ici. Et puis, je vais reprendre, là vraiment, là, je vais intégrer le nouvel outil, les diagrammes TRC, dans la troisième capsule de cette semaine.